Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Pierre Peigné. Bonsoir Pierre. Bonsoir Emma. Je suis Emma Pic. J'accompagne les femmes qui cherchent à acquérir un patrimoine immobilier et à s'assurer une sérénité financière. Et tout ça en laissant de côté le stress. Alors ça tombe bien. Nous sommes ici avec Pierre aujourd'hui pour justement parler de la gestion du stress. Pierre Peigné est coach en gestion du stress et l'auteur d'un blog Zen et Pro. Alors c'est pas un blog, c'est un podcast. C'est la même chose, mais format audio. Donc, Pierre est donc auteur, d'un podcast Zen et Pro. Vous pouvez retrouver sur zenetpro.fr et sur les différentes chaînes de podcast. Sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, partout. Et YouTube donc, aussi. Et YouTube également, donc parfait. Hein. Et donc, donc Pierre, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui t'a amené à devenir coach dans le domaine de la gestion du stress, s'il te plaît? Ben oui. C'est un parcours un petit peu douloureux, faut bien l'avouer. C'est-à-dire que j'étais salarié cadre dans une entreprise où en fait j'étais en charge de développer une activité sur un marché hyper compliqué dans une boîte qui n'était pas du tout adaptée à ce marché. Et par contre, j'ai un petit peu un driver perfectionniste, dans le bon mais dans le mauvais sens du terme aussi, qui faisait que même si tous les indicateurs étaient au rouge et me montraient que j'avais aucune chance, je voulais quand même y arriver absolument. Et pendant plusieurs années, je me suis mis une pression tout seul d'une certaine manière, comme beaucoup de managers, comme beaucoup de dirigeants, que ça marche ou que ça marche pas. C'est pas forcément dépendant de la réussite. Et je me suis vu, au bout d'un moment, au bord de la falaise. En gros, et cette falaise, c'était est-ce que je fais le dernier pas ou non vers le burn-out. J'avais tout un tas de symptômes physiques en lien avec le stress, justement. Tout ce qui était insomnie, problème digestif, problème de libido, il faut bien l'avouer. Très difficile à vivre, du coup. D'accord. Et ça, donc, c'était lié donc, principalement à ton travail ou ta situation en ce moment où tu étais conscient en fait que tu étais victime de stress du coup? Ouais. En fait, le truc c'est que le stress on s'en rend pas forcément compte pendant un temps, jusqu'au moment où finalement on en ressent les symptômes. Et une fois que les symptômes physiques arrivent et sont suffisamment douloureux, on en est vraiment conscient. Ma femme en plus est médecin et elle me disait que je lui faisais penser à ses patients qui allaient droit au burn-out. Donc j'ai eu des warnings pendant des mois. Je les ai pas forcément écoutés. Jusqu'à une nuit d'insomnie en fait, où c'est devenu comme une révélation, il fallait juste que j'arrête en fait. Je stressais de peur de perdre mon job, et alors qu'en fait tout ce qu'il fallait c'était au contraire que je quitte ce job. Donc je m'en suis rendu compte, ça m'a permis de me libérer de ce stress professionnel, mais j'ai eu dans la foulée une autre épreuve, j'ai envie de dire, à la fois extraordinaire et particulièrement difficile, puisque ma femme était enceinte de jumeaux. Et donc je suis le papa de jumeaux prématurés. Et donc du coup, deux petits prématurés qui arrivent ensemble d'un coup dans une famille, ça fait beaucoup de chamboulements. Alors est-ce que ça s'appelle du stress en fait? Parce que ça doit être beaucoup de bonheur également. C'est les deux. Mais c'est beaucoup de pression. C'est les deux. En fait, c'est vraiment une expérience unique, clairement. Enfin, c'est la plus belle chose qui me peut arriver, ça c'est clair, de loin. Et en même temps, c'est un épuisement complet. C'est le fait de ne jamais pouvoir s'arrêter. Et donc du coup, ça génère énormément de stress. La fatigue génère des tensions aussi dans le couple, génère des frustrations par rapport au fait que les enfants sont prématurés, ils ont donc des problèmes de coliques, ils ont donc des problèmes de reflux. Et du coup, il faut tout gérer d'un coup. On était à 25 biberons et tétés par jour. Et quand je dis un biberon ou une tétée, c'est pas juste donner le biberon au gamin. Vu qu'il est prématuré, il faut le peser au gramme près, lui donner à manger, le repeser au gramme près, compléter avec une sonde gastrique. Donc du coup, c'était vraiment... ça m'a obligé à travailler énormément sur moi. D'accord, ok. Ouais. Donc ça t'a amené finalement à prendre du recul par rapport à tout ça. Clairement. Donc en fait... Ça fait partie des super leçons que mes enfants m'ont apprises, c'est clair. Prendre du recul avec les choses. Ok, donc si on résume en fait, tu étais dans une situation compliquée au travail, avec beaucoup de pression, à te mettre peut-être toi-même aussi la pression, parce que visiblement tu es perfectionniste. Il y avait une pression légère de la hiérarchie, mais très très forte de moi-même. Très très fort de toi-même. Et les gens qui vont au burn-out, généralement, ils y vont tout seuls.
D'accord, mais heureusement, tu t'es rendu compte avec tous ces symptômes, avec le regard extérieur de ton épouse aussi, visiblement, que il fallait réagir. Et là, tu as eu un déclic de te dire, on s'arrête. Exactement. Et là où tu t'arrêtes, il y a les jumeaux qui arrivent. On se dit, c'est bon, c'est fini. En fait, non, il y a autre chose. En fait, c'est peut-être jamais fini, finalement. Ça fait aussi un peu jamais, partie de la vie. C'est jamais fini. Et justement, c'est ça qui m'a... Cette double, en fait, cet enchaînement, c'est ce qui m'a poussé justement à travailler énormément sur moi. J'étais déjà intéressé par le développement personnel. Mais là, ça m'a vraiment poussé à travailler sur moi et à aller rechercher des différentes techniques, à aller rechercher et à surtout, pas uniquement aller les rechercher, mais surtout à les mettre en pratique. Et ça m'a appris déjà, le premier truc, c'est m'écouter moi-même. Ressentir mes émotions, mes sensations, mes pensées, en prendre conscience. Parce que finalement, dans ce moment où j'appelle ça un peu le tunnel du stress, c'est-à-dire que je passais des journées à côté d'une fenêtre devant mon PC et j'étais tellement happé par le PC que j'étais pas capable de dire s'il avait fait beau ou mauvais dans la journée. Et donc du coup, ça permet, quand on sort de ça, ça permet de se dire, ok, maintenant comment est-ce que je me débrouille pour pas y retourner. Et du coup, j'ai appris différentes techniques, je les ai mises en pratique, j'ai gardé celles qui me vont bien, j'ai laissé de côté celles qui me vont moins bien. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ça y est, pour moi c'est bon. Puis j'avais toujours la pression des enfants, la pression familiale. Bien sûr. Et j'avais cette question derrière de qu'est-ce que j'en fais professionnellement. Et au moment où je me suis posé la question de mon évolution professionnelle, c'était évident que l'idée, c'était d'accompagner les personnes qui avaient les mêmes douleurs que celles que j'avais eues à en sortir, comme j'avais réussi à en sortir. D'accord. Et c'est comme ça que le job de coach en gestion du stress est devenu, mais en fait c'était totalement naturel évident, en fait, et une évidence qui s'imposait à toi finalement. Clairement, ouais. Donc là-dessus, tu quittes ton job, tu gères les enfants avec ton épouse et tu te lances dans une formation de coach. Exactement. En gestion du stress spécifiquement. Alors coach professionnel avec une spécialisation en gestion du stress, exactement. Et en plus de ça, alors cette formation-là m'a enseigné justement tout le volet coaching, donc vraiment accompagnement par le questionnement, et justement ne pas conseiller, mais vraiment accompagner, parce que ce qui est bon pour le coaché n'est pas forcément ce qui est bon pour le coach. Et ça, le coaché a sa vie, ses contraintes, ses croyances, ses valeurs, et ça, le coach doit le respecter. Du coup, c'est vraiment pas du conseil, c'est vraiment de l'accompagnement de manière à aider le client avec son environnement, ses contraintes, ses valeurs, ses croyances. Avec ses propres, ne pas le transformer. Exactement. Ou ne pas le changer, mais faire en sorte que lui prenne en charge finalement lui-même ses problématiques et sache les gérer au quotidien. Et soit capable d'identifier déjà dans un premier temps ce qu'il veut. Parce que souvent, je veux me débarrasser de mon stress. C'est évident, ok, mais qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Donc identifier ce qu'il veut. Et derrière, identifier les bonnes actions à mettre en place pour aller vers justement une vie sereine, et puis tout en gardant la performance, quel que soit le domaine de la vie. D'accord. Performance familiale, j'ai envie de dire, le fait d'avoir une famille épanouie, une performance amicale, le fait de savoir s'entourer de personnes avec qui on est bien, une performance professionnelle, le fait de réussir dans son boulot, et puis certains ont une passion, assouvir ces passions-là, réaliser ses rêves. D'accord, réaliser ses rêves, ça c'est chouette. Et alors, au sujet de stress finalement, c'est quoi le stress et qui peut être sujet au stress? Est-ce que ça touche tout le monde ou Eh bien le stress, oui, ça touche tout le monde à partir du moment où on est humain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mécanisme de défense naturel qui était en fait tout à fait adapté à l'homme de Cro-Magnon. Parce que, en gros, on reçoit un stimulus, notre cortex humain, donc la partie réflexive de notre cerveau, interprète ce stimulus. C'est-à-dire que, par exemple, je vois une personne en face de moi, je vois finalement, techniquement, c'est un amas de cellules. Je suis un amas de cellules. C'est flatteur, merci Pierre. Techniquement, c'est ça. Je suis d'accord. Techniquement, c'est ça. C'est un ensemble même d'atomes, d'électrons, de protons qui interagissent. Et moi, je l'interprète comme un être humain. Voilà. D'accord. On est dans une pièce. Cette chaise-là, c'est un ensemble de matériaux. Moi, je l'interprète comme un fauteuil. Et du coup, cette interprétation fait qu'on a certains raccourcis et que derrière, en fait, une autre partie de notre cerveau, le système limbique, dans lequel se trouve l'amygdale. L'amygdale, c'est pas ce qu'on nous enlève, c'est pas la partie qu'on nous enlève quand on est enfant. C'est le centre névralgique
de tout ce qui est lié à notre survie, tout ce qui est lié à notre protection. Donc la peur, la colère, l'angoisse, la frustration, etc. D'accord, ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup, et tout ça, en fait, c'est lié au stress, du coup. Et du coup, l'homme de Cro-Magnon, il a peu de stimuli, et par contre, il a beaucoup de dangers. Donc dès qu'il y a un stimuli qui arrive, ça peut être intéressant d'avoir une réaction de défense. Adapté. Versus l'homme moderne, ou la femme moderne, qui se retrouve avec énormément de stimuli via le boulot, via le quotidien à la maison, le fait de penser à est-ce que j'ai bien fermé la maison, est-ce que j'oublie pas de faire les courses ce soir en sortant, il faut que je pense au cadeau de Noël de la grand-mère, j'ai tout un tas de petites choses et puis j'ai une notification aujourd'hui qui sont pas forcément négatives mais qui occupent le cerveau, c'est ça, ouais, c'est des stimuli, clairement, c'est des informations qui arrivent. Et puis on est bombardé, on reçoit aujourd'hui plusieurs dizaines, voire pour certains centaines de mails par jour. On est bombardé de notifications de réseaux sociaux, etc. Et du coup, ça fait que tous ces stimuli-là vont avoir tendance à... en gros, la question du stress, c'est est-ce que cette situation est potentiellement dangereuse pour moi, enfin potentiellement inquiétante, et derrière, est-ce que je suis capable de la gérer? Et à partir du moment où on commence à se dire il y a une forme de danger, ça peut être par exemple une forme de danger liée à la perte de statut social, notamment en entreprise. C'est est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? J'ai un risque de ne pas être à la hauteur, et en plus de ça, j'ai un risque qu'on me juge, et en plus de ça, je ne suis pas sûr à 100% d'avoir les capacités de répondre favorablement à ce danger. Demande. Voilà. Et du coup, ça crée un stress. Ce qui n'est pas forcément problématique quand il n'y en a qu'un. Le problème, c'est quand ça s'empile et qu'on n'arrive plus à le faire redescendre. D'accord. Parce que donc, il y a des solutions pour faire redescendre le stress. Il y a toutes sortes de solutions. La première, j'ai envie de dire, c'est d'en prendre conscience. La première, c'est d'en prendre conscience. En fait, ça dépend. Il y a différents types de stress. C'est-à-dire qu'il y a la forme du stress chronique, où finalement, on rentre dans un état de tension qui est quasiment permanent. Et ça, en fait, il va falloir mettre en place tout un tas d'actions. La première étant généralement de prendre du recul avec sa situation, et notamment de prendre du recul avec quels sont les problèmes potentiels qui peuvent m'arriver, et quelle est leur gravité réelle, et non pas leur gravité fantasmée par mon cortex. D'accord, oui, bien sûr. Parce qu'en fait, finalement, les problèmes, des fois, on les exagère, ou bien on se noie, peut-être, c'est ça, en fait, à se dire, j'y arriverai pas, mais si on prend un peu de recul, on se rend compte que même si on n'y arrive pas, c'est peut-être pas si grave. C'est ça. Ce genre certaines situations peuvent soit être gérables, soit si on ne peut pas la gérer, les conséquences ne vont pas forcément être si graves que je peux l'imaginer. Et le fait de questionner, justement, c'est notamment par rapport à toutes les questions de lâcher prise, justement, le fait de questionner la véracité de nos pensées, le fait de questionner le fondement, en fait, de nos peurs, ça nous permet souvent déjà de relativiser. Et puis il y a un autre truc qui peut être intéressant aussi par rapport au lâcher prise, c'est d'accord, j'ai cette peur, mais si le pire des cas arrive, est-ce qu'il n'y a que des conséquences négatives? Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des bénéfices qui peuvent y être associés? Typiquement, j'ai peur de me lancer, tu es dans l'immobilier, j'ai peur de me lancer dans l'immobilier. Est-ce que le fait justement par exemple, d'aller rencontrer des gens pour m'informer, est-ce que ça risque par exemple je risque d'avoir du mal à aller voir ces personnes, mais d'un autre côté, si jamais je vais les voir, et même si la relation n'est pas forcément hyper fructueuse, comme je pourrais l'imaginer, etc., il y aura toujours un intérêt à rencontrer cette personne qui pourra m'apporter quelque chose sur autre chose aussi, éventuellement, dans ma vie. C'est un exemple comme ça qui me vient, mais ça peut être... D'accord, alors effectivement, je te remercie, ça fait une bonne transition, puisque par rapport à l'immobilier, c'est sûr que des projets dans l'immobilier, ça peut faire peur. On va investir sur 15, 20, 25 ans même peut-être, des sommes qui sont plutôt importantes. Si on achète un appartement, forcément, c'est pas une baguette de pain. On fait pas ça tous les jours, on rencontre des fonctions, des personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer, comme le notaire peut-être, mais avant ça le banquier ou l'agent immobilier même. Donc ça peut être des sources de stress en fait également. Ah bah oui, est-ce que je vais obtenir le prêt que je cherche auprès du banquier? Alors comment faire? Est-ce que tu as des recommandations en fait pour justement ne pas rester bloqué et malgré cette inquiétude et la peur qu'on peut ressentir, et quand même aller de l'avant? Alors il y a plusieurs choses. En fait justement, il va y avoir justement cette question de stress et de peur
plus ou moins chronique, plus ou moins sur le long terme, et la question de la peur instantanée, juste avant de rentrer dans le bureau du banquier, par exemple. Et là, en fait, c'est deux choses qui vont être gérées différemment. La peur qui va être juste avant de rentrer dans le bureau du banquier, il existe des techniques. Moi, notamment, j'en ai une sur toutes les questions de régulation émotionnelle, où l'idée, c'est d'arriver en se connectant à ses sensations, par le biais du corps, d'arriver à gérer ses émotions. Et d'arriver justement à, j'ai envie de dire, reprendre le manche, calmement, sereinement, en moins de 3 minutes, avant de rentrer dans le bureau du banquier. Ça, c'est sur l'instant. D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi la gestion de pic émotionnel? C'est exactement ça. Gestion de pic de stress par la régulation émotionnelle, c'est exactement ça. D'accord. Et c'est une technique, pour être tout à fait franc, la personne qui m'en a parlé la première fois, ce que je lui ai dit, c'est ça a l'air un peu trop beau pour être vrai. En gros, la promesse, c'était dans quasiment toutes les situations. La seule situation où moi, j'ai pas pu l'utiliser, c'est que j'avais l'un de mes enfants en train de pleurer dans mes bras. Mais sinon, il suffit en fait, dans toutes les situations, d'identifier l'émergence de l'émotion. D'accord. Lorsque l'émotion émerge, de se retirer, et contrairement à ce qu'on croit, on peut très souvent se retirer des situations, en réunion par exemple, en rendez-vous aussi. Aller dans un endroit calme où on ne va pas être dérangé. Je ne connais pas de meilleur endroit que les toilettes pour ça. Et prendre moins de 3 minutes, et avec de l'entraînement, il suffit de moins de 3 minutes, pour se reconnecter à ses sensations. Et en fait, se reconnecter aux sensations de son corps sans les juger, c'est ni agréable ni désagréable, c'est juste tel que c'est. C'est l'accepter, en fait, finalement. C'est l'accepter et c'est écouter le message émotionnel. Parce que finalement, les émotions qui sont créées par notre amygdale dans notre système limbique se traduisent dans notre corps par toutes sortes de sensations. Parce que justement, notre corps, à ce moment-là, au moment de la peur par exemple, il se met en mode défense. C'est-à-dire, soit je me prépare à combattre, soit je me prépare à m'enfuir. Et à ce moment-là, j'ai tout un tas de sensations qui sont générées dans mon corps. Et le fait d'écouter, de ressentir ces sensations, de les accueillir, ça permet de laisser le message de l'émotion passer. Et de retrouver la sérénité. Et c'est impressionnant, en moins de 3 minutes, ça marche. D'accord, alors j'imagine qu'il faut sans doute un accompagnement et un certain entraînement. Cependant, quand on sait faire, donc typiquement tu parlais d'un rendez-vous chez le banquier, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, donc sans doute le cœur bat fort, on est un peu stressé, les mains moites. Et ce genre de technique, ça peut aider à reprendre le contrôle en fait. Ça peut aider tout le monde et en fait, l'intérêt c'est qu'il suffit d'être un être humain pour être capable de le faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dans notre nature humaine et qu'on a juste perdu dans notre éducation culturelle, sociale, etc. J'ai envie de dire, on a plus ou moins perdu la relation à nos émotions et la relation à notre corps, d'une certaine manière. On est tout le temps dans notre tête, on est tout le temps dans nos pensées. Et le fait justement de revenir à ces sensations émotionnelles et à ces sensations corporelles permet de faire passer justement ce type de stress. Après, si on revient justement sur le sujet du stress lié plus à « mon Dieu, est-ce que c'est un gros projet ?» Je m'engage justement pour 10, 15, 20, 25 ans avec une banque, qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne marche pas, etc. Là, je pense qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est le fait d'être capable de peser le pour et le contre. Le pour et le contre, et notamment, qu'est-ce que je perds à ne pas y aller. À ne pas y aller, d'accord. Et ça c'est un truc, typiquement, j'ai eu, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'assister à une conférence de Bertrand Piccard. Je ne sais pas si tu connais. J'en ai entendu parler, mais je te laisse donc, Bertrand Piccard, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des aventuriers les plus dingues de notre temps. C'est l'homme qui a fait le premier tour du monde en ballon et l'homme qui a fait le premier tour du monde en avion solaire. À chaque fois, ils étaient en binôme. Mais ce mec-là, en fait, il a dit un jour, voilà, je vais faire le tour du monde en avion solaire. Et il a créé l'avion solaire. Il vient pas de rien, hein. C'est son grand-père qui a servi de modèle pour faire le professeur Tournesol chez Tintin. Ah oui, quand même. Donc c'est une famille d'explorateurs. Voilà, je sais plus si c'est son père ou son grand-père qui a un record du monde de plongée ou qui a eu longtemps un record du monde de plongée en profondeur. Et en fait, ce gars-là, pendant sa conférence, il nous parlait justement il a montré un film et puis il a parlé de son voyage autour du monde et de l'exploit que ça pouvait être. Mais surtout, tout le long de sa conférence, il a martelé un truc, c'était « sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort, sortez de votre zone de confort ». Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment rentré. Parce que, en fait, la question c'est, qu'est-ce que tu... D'accord, il y a une peur, d'accord, elle est naturelle. Mais
est-ce que finalement il n'y a pas une peur et un danger plus important de rater quelque chose à ne pas y aller? Bonne question. En fait, ça permet, à mon sens, ça permet déjà d'objectiver les risques. D'accord. Est-ce qu'ils sont fantasmés ou pas? Et puis derrière, d'objectiver le coût de l'inaction. Le coût de l'inaction. Donc c'est sans doute ça, en fait, dans le sujet peut-être plus de l'immobilier, le coût de l'inaction. Hein. On a un peu envie d'y aller, on en entend beaucoup parler, les collègues, les amis, l'entourage peut-être, à la télévision, etc. Et puis, le temps passe. Hein. Donc effectivement, là, le coût de l'inaction, on peut le calculer. Hein. Et mesurer les risques. Finalement, c'est ça, en fait, peser le pour et le contre. Clairement. Et par exemple, sur un prêt, j'imagine que c'est facile, entre guillemets, de savoir quel risque on prend, en fait. Si jamais on n'arrive pas à rembourser son emprunt, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les conséquences? Et puis on liste. Et qu'est-ce qui se passe si, en cas de le pire du pire, si jamais on me prend ma maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va... Alors, c'est quelque chose qui peut être dramatique, on est d'accord. Mais est-ce que ça va mettre votre vie en péril? Non, pas forcément. Après, si jamais vous y allez, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Et puis, il y a un truc aussi, c'est quel est le risque réel? Le fait de ne pas être capable de rembourser son prêt, est-ce que ce risque est réel ou fantasmé? Et là, justement, j'ai envie de dire, c'est un autre moyen... Enfin, dans les différentes étapes, la première, c'est justement l'objectivation des risques et des coûts de l'action et de l'inaction, et des gains aussi, hein, surtout. Et puis derrière, le fait de bien savoir s'entourer. Et là, justement, savoir s'entourer, oui. C'est clairement savoir s'entourer de gens qui vont, comme toi, accompagner et conseiller, parce que finalement, le coût d'un accompagnement par rapport au coût de l'investissement, par rapport à la sécurité que ça rapporte, je pense que ça doit valoir le coup. Ça peut sécuriser. C'est une bonne idée, effectivement. Merci Pierre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'issue de cette vidéo. Clairement là-dessus. Si on voit l'enveloppe globale, je pense que le coût de l'accompagnement, c'est pas, même par rapport au notaire, c'est pas... c'est pas ce qu'il y a. Et par contre, un autre truc aussi, c'est de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes projets. Parce que en fait, ça permet de créer à la fois un réseau d'information et une émulation. Et ça tire tout le monde vers le haut, en fait. Le fait de voir certains qui passent à l'action, de se poser des questions que nous-mêmes, on ne s'est pas forcément posées, et du coup, de pouvoir avoir les réponses. C'est toujours intéressant de s'entourer des bonnes personnes. Et du coup, ça permet aussi, le fait de bien s'entourer, à mon sens, c'est derrière d'aller à une troisième étape qui est de s'engager publiquement. Le fait, en fait, de commencer justement à dire aux autres qu'on a cette réflexion sur ce projet. Ça peut déjà susciter, contribuer justement à la construction du réseau. Oui, et puis sûr. Aussi, généralement, quand c'est un ami, Van Actok, qui me disait, finalement, prendre la décision, c'est un tiers du boulot. Dire qu'on va le faire, c'est un deuxième tiers du boulot. Et finalement, il ne reste plus qu'un tiers à faire. Alors, c'est pas le plus simple, on est d'accord? Mais je suis assez d'accord en fait. Hein. C'est vrai que le premier pas est souvent le plus difficile. Hein. Clairement. Et déjà, c'est vrai que s'engager, en fait, on a déjà l'impression d'être dans le mouvement. Et si on est déjà dans le mouvement, autant continuer finalement, quasiment en fait. Hein. Donc, oui, puis en plus, on sort clairement de sa zone de confort. Mais moi, à mon sens, c'est absolument nécessaire si on veut avancer dans la vie. C'est-à-dire que on peut rester. En fait, on a deux choix dans la vie. C'est rester bien au chaud, bien confortable et finalement pas avancer, pas évoluer. Et risquer. Moi, c'est l'une des plus grandes peurs que j'ai, c'est de se retourner à la fin de sa vie en se disant, mais si seulement je l'avais fait. Ou sinon, justement, avec la peur, se dire, ok, je fais un pas. Et puis j'avance. Et ça, justement, on arrive sur le quatrième et dernier point, c'est non, il y en a un autre aussi. c'est évoluer. En fait, évoluer pas à pas. C'est-à-dire le fait de se mettre des petites échéances. Typiquement, je vais commencer à me renseigner, je vais commencer à aller visiter des biens, je vais me renseigner sur le marché, je vais échanger avec d'autres personnes, je vais commencer à me faire accompagner par quelqu'un qui va aussi me challenger, etc. Et ça, finalement, en fait, un voyage, il se fait pas à pas. Un voyage, il se fait pas comme ça. Et même, il est inintéressant si jamais Enfin, un voyage, typiquement, en avion, est beaucoup moins intéressant qu'un voyage à travers un pays ou un continent. Parce que dans un cas, on va d'un point A à un point B. Dans l'autre cas, on a plein de découvertes et d'avancées. Et voilà, c'est ça, chaque étape. Ouais. Donc en fait, finalement, quand on a un objectif ou un but à atteindre,
je veux acheter un appartement, par exemple, je me réveille pas le matin en me disant j'achète un appartement aujourd'hui. C'est ça en fait. C'est de se dire bon alors il faut d'abord que je connaisse le marché, que je consulte les annonces, que j'aille parler peut-être à un premier agent immobilier et que je visite un premier appartement et ainsi de suite. Et je fais des petits pas et au bout de tous les petits pas, effectivement je vais arriver à mon but. Avec le contrat notarié et puis surtout avec les loyers qui tombent. Les loyers qui tombent. Ça, c'est l'aboutissement et la sérénité financière. Clairement. D'accord. Donc, tu avais un 5e point, puisque si je résume... le dernier point, c'est de ne pas hésiter à être prêt à changer ses plans. Ah oui, c'est-à-dire qu'on peut se dire, par exemple... Se laisser surprendre. Ouais, et puis surtout, ne pas se laisser déstabiliser. Typiquement, j'ai des vues sur tel bien immobilier et je dis, ok, ça y est, je me décide. S'il me passe sous le nez, entre guillemets, c'est pas grave. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que le monde s'effondre pas. Le monde s'effondre pas, continue, voilà. Exactement. Et ne pas se laisser déstabiliser par des imprévus. Typiquement, au moment où justement je vais rénover par exemple l'appartement, il peut y avoir, je sais pas, une réparation à effectuer que j'avais pas prévue ou quelque chose comme ça. L'idée justement, c'est d'être résilient en fait, de se dire oui. Ça peut être quelque chose qui peut être gênant maintenant, mais finalement, sur l'ensemble du projet, je vais bien trouver une solution. Quoi. Et en fait, j'ai tendance à me dire que la vie est bien foutue. Et de me dire... C'est une bonne nouvelle. que généralement, il peut arriver des problèmes, mais ces problèmes, en fait, ils nous font grandir aussi. C'est-à-dire qu'ils nous permettent d'apprendre, ils nous permettent d'avancer, ils nous permettent d'évoluer dans notre vie, et ils nous permettent, sur un projet immobilier, j'imagine... d'éviter les mêmes erreurs la fois suivante. Quoi. En tout cas, c'est ma croyance. Après, je sais pas, Alors, on résume les 5 points que tu viens de dire pour un projet un peu engageant, on va dire. Ouais. Le premier point, c'est peser, justement, objectiver, en fait, les risques, les coûts, les gains. Ensuite, derrière... Je sais plus, j'ai perdu mon fil. Ensuite, c'était de bien s'entourer. C'était bien s'entourer. Le réseau, les conseils, en parler. Avoir un conseiller, avoir quelqu'un qui connaît, qui t'accompagne, clairement. S'engager, faire le premier pas, publiquement. Mais tu les as tous, vas-y. Je t'ai bien écouté, Pierre. Il me semble, s'engager publiquement, faire le premier pas. S'engager publiquement, faire le premier pas, s'engager vis-à-vis des autres, et vis-à-vis notamment de ces personnes du réseau qu'on s'est construit, et puis du conseiller. Et puis être résilient, et on en avait un avant, oui, le chemin se fait pas à pas. Oui, le chemin se fait pas à pas. On fait le premier pas et on continue des petits pas jusqu'au bout. Exactement. Pierre, écoute, merci beaucoup. C'est de rien. Très formateur. Est-ce que tu aurais une petite recommandation ou quelque chose qui te guide en fait, toi, dans tes projets que tu pourrais donner comme petit cadeau en fait, en bonus? Moi, j'ai une phrase, une devise en fait que j'ai faite mienne au moment où je suis parti voyager. Je suis parti voyager pendant 1 an et mon créneau c'était « Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie ». Et cette devise, je l'ai oubliée dans mon précédent job où j'ai failli passer, je suis passé à 2 doigts du burn-out, quoi. Et ça m'a permis de la retrouver. Ouais. Et maintenant, c'est le truc, il faut que je me la fasse tatouer. C'est-à-dire que à chaque fin d'épisode de podcast, elle conclut chaque fin d'épisode de podcast, elle conclut chaque newsletter que j'envoie. C'est vraiment le truc qui guide ma vie. Qui te guide. Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie, clairement. Eh bien, merci Pierre, on va s'arrêter là-dessus. Vis tes rêves au lieu de rêver ta vie. Je pense que c'est un motto qu'on peut garder en tête. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir. Au revoir Pierre. Au revoir. Merci Emma.